Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ambition Rurale. Nous nous intéressons aujourd'hui à une pierre angulaire de la transition écologique et des territoires à travers la question du ferroviaire. C'est un secteur en pleine mutation qui a pâti pendant des dizaines d'années d'un très faible soutien politique, qui a fait passer le nombre de kilomètres de rails en France de 63 000 km en 1920 à seulement 27 000 en 2018. À l'heure de l'ouverture à la concurrence, de nouveaux modèles émergent en alternative à la SNCF. Et c'est notamment le cas de Railcoop, une société ferroviaire citoyenne. Aujourd'hui, je reçois Léo Clavurier, il est attaché de direction au sein de Railcoop, et ensemble nous revenons sur le concept de Railcoop, sur les ambitions de la société et sur la place du ferroviaire au cœur des territoires. Bonne écoute. Bonjour Léo et merci d'avoir accepté ce temps d'échange ensemble. Donc toi, tu es attaché de direction pour une société coopérative bien connue, qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps et qui s'appelle Railcoop. Donc je te propose en guise d'introduction de parler un petit peu déjà de qui tu es et puis nous expliquer un petit peu ce qu'est Railcoop et le modèle qui est développé en interne. Bonjour Corentin. Tout d'abord merci pour l'invitation à parler de Railcoop. Alors en ce qui me concerne, donc effectivement je travaille comme attaché de direction chez Railcoop. Je m'occupe essentiellement des questions de financement, de relations institutionnelles avec les collectivités locales, l'État, et des partenariats avec des acteurs du secteur des transports ou d'autres activités. Dans mon parcours, donc j'ai déjà travaillé pour le transport ferroviaire d'une manière plus générale, puisque j'ai travaillé notamment pour la SNCF dans ses activités TER, donc les trains régionaux, mais aussi pour SNCF Réseau qui gère l'infrastructure. Et je suis devenu sociétaire de Railcoop en printemps 2020. Donc sociétaire, ça veut dire que j'ai investi pour acheter une part sociale dans le capital de Railcoop. L'aventure me plaisait et un an plus tard, j'ai rejoint Railcoop comme salarié. Et donc là, je suis à plein temps sur ce projet. Donc tu es sociétaire, donc ça veut dire que le modèle d'entreprise de Railcoop est un petit peu particulier alors. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on connaît des entreprises privées dans lesquelles on a un, deux, trois gros actionnaires qui maîtrisent l'entreprise. On connaît aussi les entreprises publiques et typiquement la SNCF où c'est l'État qui détient 100% des parts. Railcoop, c'est un modèle un petit peu alternatif puisque la particularité de Railcoop, c'est d'être une coopérative. En l'occurrence, le capital est ouvert à toute personne qui souhaite intégrer le sociétariat. Donc ça veut dire que ça peut être une personne physique, comme la plupart de nos sociétaires, mais aussi une personne morale. Ça peut être une entreprise, une association ou encore une collectivité locale. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir en fait toutes ces parties prenantes autour du projet. Donc ça va être des collectivités locales, par exemple, qui souhaitent développer une politique locale. Ça peut être des futurs usagers, ça peut être les salariés de la coopérative, qui ont des intérêts divergents, mais qui se retrouvent quand même derrière un intérêt collectif. D'où la forme juridique de notre structure, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est ça, on cherche l'intérêt collectif qui est commun à toutes les parties prenantes autour du projet. Ce qui est particulier aussi, c'est d'avoir une répartition du pouvoir dans l'entreprise, puisque chaque type de sociétaire a 20% des voix dans l'entreprise. Donc on va avoir par exemple les salariés qui ont 20% des voix, les collectivités ont 20% des voix. Et au sein de ces 20%, par contre, on a une stricte égalité. Donc quelqu'un qui aurait investi 100 euros dans l'entreprise ou qui aurait investi 20 000 euros, s'il appartient au même collège de sociétaires, donc si par exemple ce sont deux salariés, eh ben, ils auront tous les deux la même voix, c'est-à-dire une voix, comme on connaît dans certains systèmes mutualistes ou des banques coopératives par exemple, où finalement chaque personne compte de façon équivalente. C'est une certaine manière de mettre en place de la démocratie dans les décisions de l'entreprise et pas uniquement de les baser sur l'apport en capital et donc le pouvoir économique. Donc il y a un enjeu un petit peu militant alors chez ces sociétaires autour de la vocation de Railcoop, qui est autour de faire renaître des lignes de train, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc l'objectif de Railcoop, c'est de redévelopper des services ferroviaires. Alors il faut bien distinguer deux choses. Il y a d'une part le réseau et d'une part les exploitants, qu'on appelle les entreprises ferroviaires. Nous ne gérons pas le réseau, puisque c'est un réseau qui reste un monopole d'État, qui est géré par SNCF Réseau, donc la branche de la SNCF qui a la charge de la gestion, de la maintenance du réseau. Nous sommes seulement entreprise ferroviaire, ça veut dire qu'on fait rouler des trains sur le réseau. Mais notre constat à l'origine, c'est que le réseau est sous-utilisé dans certaines régions. Il reste de la place, on peut faire circuler davantage de trains. Et donc, on a souhaité pouvoir apporter des nouveaux services qui ne sont pas opérés aujourd'hui par la SNCF,
ou en tout cas qui sont pas opérées telles qu'on les imagine. Et donc on ne vient pas en concurrence frontale avec la SNCF, mais plutôt en complémentarité des services qu'elle peut déjà offrir aux voyageurs. Donc en fait, vous louez des lignes de train sous-exploitées par la SNCF et vous mettez un matériel ferroviaire Railcoop pour avoir une meilleure desserte entre un point A et un point B. Oui, c'est ça exactement. On loue en quelque sorte le réseau, c'est-à-dire qu'on fait une demande à SNCF Réseau pour obtenir ce qu'on appelle des sillons. Donc les sillons, c'est simplement le droit d'utiliser le réseau sur un lieu donné à une heure donnée. Et donc ces sillons nous permettent de circuler voilà, là où il y a de la place, où on n'a pas encore de train SNCF. Et on va mettre en place notre propre matériel roulant. Alors matériel roulant, ça peut être des locomotives et des wagons quand on parle de fret, mais ça peut être aussi des rames voyageurs, donc ce qu'on appelle des autorails sans locomotive. Et ce matériel-là, en fait, est loué pour ce qui concerne le fret, mais il sera acheté et rénové progressivement pour ce qui concerne le transport de voyageurs. C'est là la particularité aussi de Rycop, c'est qu'on fait du fret et du transport de voyageurs. Aujourd'hui, on a déjà démarré l'activité fret depuis 2021 et l'activité voyageur est prévue pour démarrer en 2024 avec une première ligne entre Bordeaux et Lyon. L'idée, c'est de développer une complémentarité avec la SNCF. Donc, peut-être avec ce modèle économique qui est basé sur cet aspect coopératif, d'arriver à trouver un équilibre économique qui nécessite peut-être moins de voyageurs qu'une société classique comme la SNCF. Oui, alors c'est vrai que sur le transport de voyageurs, on est dans un schéma assez particulier puisque aujourd'hui en France, on a deux marchés qui se côtoient. C'est pas forcément très connu, mais on a un marché qu'on appelle conventionné. Donc c'est à chaque fois qu'une autorité organisatrice publique détermine un niveau de service, réalise un appel d'offres et octroie un marché. Dans ce cas-là, il y a des subventions. Donc typiquement, ça va être les TER qui sont gérés par les conseils régionaux et qui sont subventionnés. Globalement, à peu près trois quarts des recettes des TER sont des subventions et le reste, ce sont des abonnements ou des billets voyageurs. Et à côté de ce marché-là, on a un marché qui n'est pas conventionné, donc qui n'est pas dans le cadre d'un service public, où les recettes des voyageurs doivent être au minimum égales aux dépenses, sinon c'est un service déficitaire. Et à ce stade, c'est essentiellement du TGV, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de service sur ce qu'on appelle les lignes classiques, à vitesse classique, sans service public. Le TGV est assez rentable, donc on peut le faire, SNCF Voyageurs le fait. Aujourd'hui, on a même les chemins de fer italiens qui se sont lancés sur ce marché. Mais par contre, sur les lignes classiques, on n'a pas d'acteurs. Et nous, on arrive finalement avec une innovation qui est de dire, on pense qu'on peut être à l'équilibre sur certaines lignes classiques avec des services qui ne sont pas proposés aujourd'hui par la SNCF. Et donc, typiquement, la ligne Lyon-Bordeaux, on pense que avec le potentiel de voyageurs qu'on a estimé, on pourrait être soutenable économiquement. Notre modèle, c'est pas de gagner de l'argent et de rémunérer des actionnaires qu'on appelle donc sociétaires, puisque c'est pas tellement la philosophie de l'investissement au sein d'une coopérative, mais c'est plutôt de se dire qu'il faut que le modèle soit soutenable sans qu'on ait besoin de faire appel à des subventions d'exploitation au long cours. Et donc pour ça, nécessairement, il faut qu'on soit rentable et donc qu'on dégage une marge. Et si on fait plus de bénéfices que ce qu'on espérait à l'origine, ce sera d'autant mieux puisqu'on pourra l'investir dans d'autres services ou dans d'autres matériels pour renforcer notre service. Et on entend beaucoup parler à travers les médias de cette fermeture continuelle, presque depuis les années 1920, des lignes de train. Aujourd'hui, est-ce que des lignes de train qui sont actuellement fermées, donc où plus aucun matériel ne roule, peuvent être réouvertes par l'intermédiaire de Railcoop parce que les rails existent encore et que peut-être il faudrait simplement les remettre en état? Est-ce que ça fait partie du potentiel de Railcoop? À ce stade, je pense que c'est prématuré puisque, comme je le disais en introduction, RICAP est une entreprise ferroviaire. Donc, c'est-à-dire l'entreprise ferroviaire, c'est celle qui fait rouler les trains sur le réseau. Mais pour ça, il faut un réseau qui existe et qui est circulable. Donc, sur la ligne Lyon-Bordeaux, typiquement, on a un réseau circulable et circulé de bout en bout. Simplement, l'offre qu'on propose Lyon-Bordeaux n'existe plus. On n'a que des liaisons intermédiaires, des TER qui font des morceaux de parcours. Si on regarde les lignes qui sont fermées, alors on en a beaucoup. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on finance leur réouverture. Parce que si elles ont été fermées, généralement, c'est parce qu'elles étaient peu entretenues. Donc, il faut quand même réinvestir largement dans ce qu'on appelle la régénération pardon, de l'infrastructure. Et là, ça peut atteindre rapidement des sommes qui sont pas loin du million d'euros par kilomètre. Donc,
Derrière ça, il faut nécessairement un investissement de l'État ou des conseils régionaux, mais une entreprise comme RICOP ne peut pas se permettre d'aller réinvestir ce genre de ligne. Par contre, effectivement, on sera intéressé de voir s'il y a des potentiels de réouverture. Est-ce qu'on nous, on peut se positionner une fois que la ligne est rouverte pour aller exploiter des services ferroviaires dessus? Et donc aujourd'hui, donc vous avez des liens qui sont déjà établis avec la SNCF justement? Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors la SNCF est divisée en plusieurs branches, donc on n'a pas les mêmes relations avec toutes les branches. On a les branches qui sont en monopole, donc SNCF Réseau qui gère l'infrastructure, SNCF Gare et Connexion qui gère les gares. Et donc avec ces branches-là, on est dans une négociation, je dirais, continue pour obtenir les services qui doivent nous être octroyés pour accéder à l'infrastructure, tout simplement. Bon, SNCF Voyageurs et SNCF Fret, là, en revanche, sont des entreprises qui sont dans un marché concurrentiel désormais. Donc, parfois, on nous demande, est-ce que vous êtes concurrent de SNCF Voyageurs ou SNCF ou Fret SNCF? Moi, je pense que non, puisque certes, on est un autre opérateur à côté des opérateurs SNCF, mais on va uniquement exploiter des services qui ne sont pas exploités par la SNCF aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si on prend le cas de SNCF Voyageurs, SNCF Voyageurs ne se positionne pas sur la ligne Bordeaux-Lyon. Donc si elle se positionne pas, nous on prend pas des parts de marché à SNCF Voyageurs. De la même façon avec Fret SNCF, on a ouvert notre première ligne de fret entre Cap-de-Nac et Toulouse, dans une région où il n'y a plus de service de fret depuis plusieurs années. Donc quelque part, on n'a pas pris de part de marché à d'autres opérateurs fret, on a juste remis en place un service qui avait été supprimé. Donc on essaye le plus possible d'avoir une logique partenariale avec la SNCF quand c'est possible. Par exemple, sur le début de l'exploitation de notre service fret, on avait un partenariat pour pouvoir exploiter une partie du trajet sur lequel on n'était pas encore en mesure de. En fait, on ne pouvait pas assurer la continuité du trajet. Donc, on a fait un partenariat avec Fret SNCF pour le démarrage. Donc, on n'est pas du tout en compétition, comme on peut l'imaginer. Voilà, ça reste quand même un. Je pense que, enfin, surtout à la SNCF, on a beaucoup de personnes qui souhaitent voir le développement de nouveaux services ferroviaires. Alors, ils aimeraient peut-être que ce soit la SNCF qui le prenne à sa charge, mais généralement, RICAP est quand même plutôt apprécié par les cheminots. Il y a beaucoup de cheminots qui sont sociétaires, parce qu'ils voient aussi que c'est un moyen peut-être d'une action politique d'une certaine façon, qui soit pas juste de demander à l'État de réinvestir le ferroviaire, mais de se l'approprier et finalement d'agir plus directement. On a l'impression que au plus haut niveau, il y a une volonté politique d'en finir avec un certain nombre de petites lignes. Une volonté politique paradoxale, parce que d'un côté, on a ce souhait-là, et de l'autre, on parle beaucoup de redéploiement du ferroviaire, notamment pour des enjeux écologiques. Aujourd'hui, bah, un désengagement de l'État ne rime plus forcément avec une fermeture de ligne. Et je trouve que c'est un petit peu la grande innovation qu'apportera ICOP. Alors, c'est pas seulement RICUP, hein, on s'inscrit dans un secteur ferroviaire qui est vraiment en mutation. Typiquement, aujourd'hui, les conseils régionaux s'impliquent de plus en plus pour le financement de l'infrastructure, alors même que cette infrastructure appartient à l'État. On a beaucoup de transferts de charges d'investissement de l'État vers les conseils régionaux, et c'est quand même inquiétant à terme, parce que les conseils régionaux avaient une certaine marge de manœuvre jusqu'ici, mais c'est pas évident qu'ils puissent continuer à investir sur le long terme dans la maintenance, dans la régénération de l'infrastructure. On le voit par exemple en région Grand Est. La région Grand Est a décidé d'investir pour rouvrir une ligne entre Nancy et Méret au sud de Nancy, qui est fermée depuis plusieurs années. Bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que a priori au départ c'est plutôt le rôle de l'État qui est propriétaire de l'infrastructure. Maintenant, si ça peut permettre d'améliorer la qualité du réseau et donc de développer de nouveaux services ferroviaires, c'est plutôt une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça pénalise d'autres services, d'autres investissements, par exemple dans le matériel que les conseils régionaux auraient prévu de mener dans les prochaines années. Je comprends en tout cas que les conseils régionaux soient plutôt supporters de ce type d'initiative, parce que d'un point de vue purement territorial, le ferroviaire, c'est quelque chose d'hyper important. Oui, tout à fait. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que dans un conseil régional, il y a quelques grandes compétences. C'est la gestion des lycées, la gestion du développement économique, et puis les transports interurbains, donc ferroviaires et routiers. Après, il y a d'autres compétences un peu plus à la marge, sur la culture, etc. Mais ce qui est vraiment visible, je pense, c'est difficilement les lycées, parce que le conseil régional, il agit plus comme un technicien. C'est pas lui qui établit les programmes, qui gère les professeurs. C'est lui qui gère le bâtiment, les cantines, etc. Donc, on peut agir un petit peu
politiquement auprès de la jeunesse sur ce volet-là, mais ça reste limité à une certaine partie de la population. Sur le développement économique, il y a des choses à faire, mais qui sont pas forcément faciles à défendre politiquement, parce qu'on a pas toujours de la compréhension de ce que fait la région par rapport à ce que fait l'État en matière d'économie. Par contre, sur le ferroviaire, c'est assez clair, puisque quand le conseil régional décide de renouveler les trains, d'ajouter des horaires ou de fermer une ligne, enfin de fermer un service, là c'est très concret pour les voyageurs et on reconnaît tout de suite la tendance d'un conseil régional en matière de transport. Typiquement, est-ce qu'il est plutôt favorable à l'ouverture à la concurrence? Est-ce qu'il est plutôt à travailler sur une tarification basse? Ou alors il va beaucoup investir et auquel cas il va peut-être rouvrir des lignes. Donc c'est quelque chose qui est très fort politiquement. Et donc à mon avis, c'est la compétence la plus emblématique du conseil régional. Oui, et puis j'ai l'impression qu'en France, il y a un certain attachement au train, justement. Et je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais on ressent en local, hein, cet attachement aux lignes ferroviaires, même lorsqu'elles sont peu fréquentées. Et effectivement, je pense que politiquement, au niveau des conseils régionaux, investir là-dedans, ça peut être une politique assez forte. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, l'attachement des citoyens au train, on le voit assez bien chez RICUP, puisque aujourd'hui on a près de 14 000 personnes qui sont sociétaires. Donc ça montre quand même un engouement collectif qui est assez fou. Euh, à côté de ça, il y a aussi plein d'autres initiatives qui existent, des associations locales de défense de ligne. Euh, on a d'autres entreprises ferroviaires qui se sont créées ces dernières années. Donc on voit qu'il y a quand même une émulation. Et je parle même pas de tout ce qui concerne l'industrie, puisqu'on a aussi des industriels qui travaillent sur les trains innovants. On a Alstom qui travaille sur son nouveau TGV, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, et je pense que ça va permettre de faciliter le développement du ferroviaire. Est-ce que vous avez une idée des raisons de l'engagement de ces 14 000 sociétaires? Est-ce que c'est justement plutôt pour des questions écologiques, pour des questions territoriales? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils veulent avoir des alternatives à la SNCF et qu'ils trouvent que le modèle est innovant? On a plusieurs types de sociétaires. Alors sur les 14 000, on a une écrasante majorité qui sont des personnes physiques. Donc ce sont souvent des citoyens qui sont engagés dans le domaine des transports ferroviaires ou bien de l'écologie ou encore du monde coopératif. Donc ils vont avoir une sensibilité, qui veulent soutenir un certain type de projet. Mais on a aussi des futurs usagers qui se disent, moi j'habite sur une ligne qui sera desservie par RICUP, donc je souhaite pouvoir en bénéficier et je mets au pot pour que le projet puisse avancer. À côté de ça, on a des entreprises, des associations et des collectivités locales. Alors sur les associations, c'est aussi un schéma qui ressemble aux particuliers, puisque souvent c'est des associations liées au transport ferroviaire ou à l'écologie. Par contre, sur les entreprises, c'est un peu différent, puisque les entreprises peuvent avoir un intérêt comme fournisseur, comme prestataire ou comme usager. Typiquement, on peut avoir des entreprises qui sont usagers sur le fret, qui sont chargeurs de fret, et qui peuvent entrer au capital. On a aussi des prestataires. Donc on a typiquement les architectes qui travaillent avec nous sur l'aménagement des espaces de RICUP dans les gares, qui sont sociétaires de RICUP. Ou bien, voilà, on peut avoir la CCI la CCI de la Creuse, qui est devenue sociétaire typiquement. Et enfin, il y a les collectivités locales. Donc les collectivités locales, elles sont plutôt dans une logique de politique publique, puisque ce sont des collectivités qui n'ont pas de compétences ferroviaires pour la plupart, euh, voilà, des communes, des départements par exemple, mais qui souhaitent tout de même s'engager pour leur territoire et qui savent que le train est un outil de développement du territoire, d'aménagement du territoire. Donc pour ça, elles se disent, bah, si on soutient un projet d'une entreprise ferroviaire, on pourra participer à la gouvernance et on pourra donc avoir une certaine force de frappe en matière de transport qu'on n'a pas forcément naturellement. Et se traduit concrètement, c'est qu'aujourd'hui au conseil d'administration de RICUP, on a le président de l'agglomération du Grand Guéret et la mairie de Ghana dans l'Allier, donc qui sera desservie par RICUP. Ok, donc finalement des intérêts assez divergents et pas toujours intéressés alors. Pas toujours intéressé, non, mais je pense qu'il y a toujours une question je dirais, C'est de l'activisme en oui, fait, alors oui, pour un certain effectivement, il y a de nombre. l'activisme. Il y a une logique de plaidoyer, de soutien, de coopérative. Voilà. Donc effectivement le côté intéressé est assez limité, si ce n'est pour les collectivités locales qui voient peut-être l'intérêt pour leur territoire, pour les usagers de ces territoires, mais ça ne concerne pas une majorité des sociétaires de RICUP, c'est sûr. Et je voudrais revenir sur une question qui est, je pense, hyper fondamentale justement sur le sujet du ferroviaire, c'est celui donc
de l'écologie. Sur les petites lignes, les trains qui roulent souvent au diesel et sont décriés simplement par le fait que faire tourner un bus avec un taux de remplissage un petit peu supérieur à celui du train, ça peut être plus écologique que de faire tourner une locomotive diesel. Alors, c'est une évidence, même quand on est attaché au train, il faut quand même se rendre compte que faire rouler un train quasi vide au diesel, c'est une aberration écologique, donc il faut absolument éviter ça. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est déjà que un train, même diesel, consomme beaucoup moins d'énergie que l'équivalent en transport routier, puisque pour des raisons très simples, le contact entre une roue en acier et un rail en acier enfin, génère moins de frottement et donc moins de résistance que le contact entre le pneu et puis la route, le bitume. Donc ça, c'est de la physique assez basique, mais c'est bon de le rappeler puisque c'est la base en fait de ce qui explique pourquoi le ferroviaire consomme moins d'énergie et donc plus écologique. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est évidemment faire rouler des trains qui sont le plus remplis possible pour que ce soit pertinent. On sait que si un train est rempli, même quand il est au diesel, il émet moins de gaz à effet de serre par passager qu'un car. Alors après, il peut y avoir des cars aussi électriques, même si ça existe encore peu sur les grandes distances, mais ça va se développer. Donc on a intérêt à penser la motorisation des trains de demain. Sur les grandes lignes, effectivement, on a de l'électrification de l'infrastructure, donc c'est pas un souci. En revanche, sur les petites lignes, on sait que ça coûte cher et donc il y a peu de chances que certaines petites lignes soient électrifiées à l'avenir. Alors, il y a des industriels qui réfléchissent là-dessus. On commence à parler voilà, beaucoup de biocarburants, mais aussi d'électrification sur les machines. Donc, ça va être par exemple utiliser des batteries ou utiliser de l'hydrogène. À ce stade, c'est quand même assez prématuré. Je veux dire, les premiers trains à hydrogène d'Alstom sont en service commercial en Allemagne, en l'occurrence, depuis peut-être un an ou deux, tandis qu'ils sont même pas encore en expérimentation sur la France. Donc ça reste trop tôt pour une jeune entreprise de pouvoir se lancer là-dessus, mais ce sera probablement nécessaire. Et à côté de ça, on a d'autres industriels qui réfléchissent un petit peu différemment. Ils se disent, est-ce qu'on a besoin de faire rouler des trains de 200 places sur des petites lignes? Et là, il y a beaucoup de réflexions autour de ça. On a le projet de trains légers innovants, de taxi-rail, d'éco-trains, enfin voilà, on en a plusieurs, qui consistent à réfléchir à des petits véhicules ferroviaires, qui seraient donc moins lourds, qui transporteraient certes moins de passagers, mais qui finalement consommeraient moins et donc correspondraient plus aux besoins du territoire. Je ne sais pas exactement ce que ça peut devenir. Il y a des questions de compatibilité avec l'infrastructure, de gestion de la maintenance, de motorisation. C'est des choses que je connais pas forcément très bien. Euh, mais en tout cas, ça existe et ça se développe de plus en plus. Puis c'est vrai qu'au-delà de la question est-ce que c'est mieux de mettre un train ou de mettre un bus, il y a aussi la question des usages qui est fondamentale, au sens où une ligne de train qui est remplacée par une ligne de bus va pas forcément emmener tous les utilisateurs du train au bus, simplement parce que c'est moins confortable et qu'on peut pas non plus y faire les mêmes choses. Alors l'intérêt de prendre la voiture peut être plus élevé. Donc c'est vrai que il y a aussi cette question des usages, et c'est là où l'attachement au train devient fondamental, parce qu'on se dit, bah ok, si on arrive à réouvrir une ligne, bah, en fait la possibilité que des gens adhèrent à ça et que des gens prennent le train et soient encouragés à prendre le train, bah, sera beaucoup plus grande. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ce qu'il faut voir quand on compare train et car, c'est vrai que ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on compare pas forcément les mêmes trajets, on compare pas les mêmes populations. Par exemple, le car aujourd'hui, c'est des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants que le train. Nous, on essayera voilà, se fixer comme objectif d'être compétitif avec les cars longue distance. Euh, mais par contre, le train a quand même un confort qui est généralement plus élevé. Et puis c'est aussi, je pense qu'il y a aussi une symbolique. Le train dessert un territoire, donc c'est un territoire qui peut bénéficier de cette dynamique, là où le car va être moins attrayant. C'est vrai on peut rapidement regarder les lignes de train qui existent en France et puis se dire je vais partir en vacances là-bas. Avec le car, c'est peut-être moins facile. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de structurant avec le train. En réalité, on est en train de faire une étude avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour justement estimer quel est l'impact d'une réouverture de services ferroviaires en regardant ce qui s'est fait à l'étranger ou en France en matière d'économie, en matière d'emploi, de flux touristiques, d'immobilier, etc. Pour pouvoir estimer quel serait l'impact qu'on serait en droit d'attendre avec la réouverture de la ligne entre Lyon et Bordeaux.
Est-ce qu'il y a des lignes qui ont déjà été réouvertes dans le passé? Oui, il y a des lignes qui ont été réouvertes. On avait regardé des exemples en Allemagne, en Italie, donc ça s'est déjà fait. En France aussi. Euh, Ça remonte du coup. Non, c'est pas si vieux que ça, mais si, voilà. En France, on a eu le cas de la ligne entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges, Ok, donc dans les Vosges, qui a été rouverte par le conseil régional justement de Grand Est, pour pouvoir permettre une liaison directe entre Épinal et Strasbourg, ok. puisque c'est la ligne qui fait le prolongement entre Saint-Dié et Strasbourg. Aujourd'hui, il semble que la fréquentation revienne petit à petit. Maintenant, je sais que c'est pas au niveau de ce qu'espérait le conseil régional, mais bon, voilà, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de politique volontariste qui aille vers plus de trains plutôt que de revenir en arrière. Et est-ce qu'il y a des autres lignes, d'autres ouvertures de prévues, en plus de la ligne Lyon-Bordeaux, donc à horizon peut-être un petit peu plus lointain? Oui, on a d'autres lignes qui sont prévues. On a une dizaine de lignes en fait qui ont été choisies par les sociétaires de RICOP en se basant sur des critères objectifs de l'état de l'infrastructure, le potentiel de marché, les besoins de flux touristiques, de flux étudiants, etc. Et donc ces 10 lignes pourraient desservir un petit peu toute la France. J'en cite quelques-unes. Par exemple, on aurait Lille-Nantes, on aurait Marseille-Annecy, ou encore Strasbourg-Clermont-Ferrand. Donc avec toujours cette logique de desserte interrégionale en complémentarité de ce que peut faire la SNCF. Donc ce sont toutes des lignes qui ne sont pas exploitées par la SNCF aujourd'hui, en tout cas pas de bout en bout comme on souhaite le faire. Et on a donc signalé notre intérêt pour ces lignes à l'autorité de régulation des transports en 2021. Et le processus, en fait, c'est que l'autorité de régulation des transports doit pouvoir vérifier si ces lignes sont susceptibles de perturber substantiellement l'économie du service public, donc globalement les TER. C'est-à-dire que si par exemple on faisait un Lille-Nantes en mettant 20 trains par jour dans chaque sens, ça risquerait de perturber les agglomérations de Nantes, de Caen, de Lille, etc. Et donc là, en l'occurrence, vu le niveau de service qu'on proposait, la RT a considéré qu'il n'y avait pas de risque de perturber le service public. Donc finalement, elle nous autorise de fait à pouvoir les exploiter. En revanche, on n'a pas du tout défini de date de lancement d'exploitation, puisqu'on se concentre aujourd'hui vraiment sur la ligne Bordeaux-Lyon, qu'on souhaite lancer le plus vite possible. Et après, une fois que ça se sera mis en place, sécurisé, et qu'on aura un niveau de service qu'on considérera comme bon, on pourra envisager d'avoir d'autres lignes. Ok. Et mais finalement, quel est l'intérêt des conseils régionaux de maintenir leur ligne, sachant qu'ils doivent les subventionner, alors que bah, finalement des sociétés comme les vôtres pourraient se proposer Alors, on n'est pas sur le même marché justement puisque on est sur du service interrégional, donc vraiment de la grande D'accord. distance. Alors certes, on peut aussi faire des petites distances avec les trains qu'on proposera, mais ce sera pas la majorité. Ce sera plutôt des distances, je pense, qui vont de 200 à 500 km globalement. Ok. Le Conseil régional, lui, a une politique en matière de transport régional. Ça veut dire qu'il peut prendre en compte certes des liaisons aussi qui vont dans les régions voisines, mais il a beaucoup de lignes qui en réalité desservent des petits territoires ruraux, périurbains, pour des liaisons courtes. Ça peut être 10, 20, 30 km. C'est comment dire, la mobilité du quotidien ou éventuellement du week-end qui occupe une grande partie des activités du conseil régional. Donc cette politique-là peut pas être réalisée par une entreprise en service libre, c'est-à-dire sans subvention, parce que structurellement c'est une économie déficitaire, donc qui relève du service public. D'autant plus que le conseil régional a quand même un rôle politique où il doit prendre en compte les besoins de ses usagers, les faire remonter à la SNCF pour avoir une réponse de service public adaptée. Si demain on n'avait plus de services publics mais plus que des entreprises privées, finalement elles pourraient faire ce qu'elles veulent en matière de tarifs, en matière d'horaires, et même partir du jour au lendemain si elles voulaient, puisque elles ne sont pas en convention avec un conseil régional. Donc ça me paraît quand même nécessaire et structurant de conserver quand même ce système de délégation de services publics par les conseils régionaux. Là où le conseil régional en revanche a la main, c'est de pouvoir désormais sélectionner un opérateur. Historiquement, la SNCF est un monopole sur les conventions avec les TER, enfin avec les régions, pardon. Désormais, les conseils régionaux peuvent décider de réaliser des appels d'offres publics, ouverts à tous, et éventuellement sélectionner une entreprise privée qui pourrait remplacer la SNCF. Donc le cas s'est déjà produit en région PACA, où la ligne Marseille-Nice sera exploitée par Transdev,
qui est un concurrent de la SNCF dans quelques années. Je pense qu'il y aura d'autres cas prochainement, mais il se peut aussi que la SNCF soit lauréate de ces appels d'offres, comme ça a été le cas dans les Hauts-de-France très récemment. Donc finalement, voilà, ça ne veut pas dire que la SNCF est dépassée, au contraire, elle a plein d'atouts à faire jouer, mais elle sera en concurrence avec d'autres entreprises. Cette ouverture à la concurrence, finalement, est fait quand même d'une telle manière que les conseils régionaux et les territoires gardent la main sur le rail ferroviaire, qu'on n'aura pas une concurrence en mode push qui vient mettre la SNCF hors jeu en quelques années. Je dirais oui et non. Sur les TER, effectivement, ça va prendre un peu de temps, et la SNCF pourra tout à fait continuer à gagner des lots et donc à opérer des services. Il y a certains conseils régionaux qui souhaitent mettre en concurrence le plus vite possible. Je pense aux régions PACA, Hauts-de-France ou Grand Est, par exemple. D'autres qui sont très réfractaires et donc qui jouent la montre en quelque sorte, puisqu'on a quand même une obligation vis-à-vis des directives européennes de mettre en concurrence, mais à terme. Et donc, jusqu'en 2023, les conseils régionaux peuvent signer des conventions bilatérales avec la SNCF pour une durée maximale de 10 ans. Donc c'est exactement ce que vient de faire la région Occitanie, qui ne souhaite pas du tout ouvrir le transport de voyageurs à la concurrence, donc qui est parti pour 10 ans avec la SNCF. Et dans 10 ans, par contre, il faudra remettre ces marchés en appel d'offres, et là, potentiellement, ce sera la SNCF ou d'autres qui l'opéreront. Par contre, sur les services libres, donc les marchés sur lesquels RICOP opère, aujourd'hui, comme je disais, les liaisons sont essentiellement des TGV. Nous, on n'opère pas TGV, mais c'est la grosse partie du marché, c'est ça. Ce qu'on voit déjà, c'est que les chemins de fer italiens se sont positionnés sur ce marché depuis à peu près un an. La Renfe, donc les chemins de fer espagnols, souhaitent le faire aussi. Et c'est pas impossible que d'autres s'y mettent par la suite. Et là, c'est vrai que c'est un peu différent puisque je pense qu'il y a un risque pour la SNCF de perdre des parts de marché, dans la mesure où on est sur des infrastructures qui, selon les trajets, peuvent être déjà saturées. Donc, un train supplémentaire, ça veut dire un train de moins pour la SNCF. D'autant que la SNCF est aussi en concurrence avec les chemins de fer espagnols en Espagne. Donc, finalement, il y a une logique de concurrence des entreprises nationales entre elles dans chaque pays. Donc, je pense qu'il y a un risque pour la SNCF de perdre des parts de marché rapidement sur ce volet-là, et surtout sur les secteurs qui sont les plus rémunérateurs. Donc là, typiquement, les chemins de fer italiens, c'est Paris-Lyon, qui est historiquement la ligne la plus rentable de la SNCF. Voilà, sur ce volet-là, je pense que c'est pas du tout la même chose que sur le volet des TER. C'est vraiment deux marchés qui n'ont rien à voir. En tout cas, on va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Je te remercie beaucoup, Léo, pour le temps que tu as pris à nous parler de RICOP et à porter toutes ces belles ambitions. Voilà, j'espère que ce projet va continuer à bien se développer et puis hâte de monter dans le Lyon-Bordeaux. J'espère qu'on s'y croisera. À bientôt, Léo. Merci beaucoup. Merci, Corentin.